Bonjour à tous. Alors, les participants sont en train d'arriver. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur la lutte contre la fraude bancaire organisé par Finance Novation avec de super intervenants qui vont vous partager leur regard éclairé sur cette problématique qui touche les acteurs bancaires et plus largement les acteurs de la finance. Merci à vous. Alors, en quelques mots, je suis Anne Ledreff, responsable de la filière banque au sein de Finance Novation. Pour rappel, nous sommes une association créée par l'État qui a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance autour des grandes thématiques liées à l'innovation et la transformation digitale et durable de la finance. Aujourd'hui, nous avons un écosystème de plus de 600 membres répartis en 7 filières, banque, assurance, finance durable et solidaire, immobilière, gestion d'actifs, gestion et financement d'entreprise et finances décentralisées. Voilà, alors j'en profite également pour vous rappeler que nous avons notre grand événement de fin d'année Finov à Station F demain, avec des tables rondes sur des thématiques de 2023. Donc pour les retardataires, n'hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire. Voilà, alors très bon webinaire à tous et je vais laisser Jean-Baptiste se présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis Jean-Baptiste Bois, je suis responsable de la lutte contre la fraude chez Floa. Floa, en un coup d'œil, c'est un grand acteur, leader des facilités de paiement sur le marché français. Pour ceux qui ne connaissent pas, avec un peu plus de 30% des parts de marché en 2022, un peu plus de 10 000 points de vente. Alors, vous nous connaissez peut-être à travers des enseignes comme Cdiscount, parce que c'est Floa qui commercialise notamment la carte bancaire Cdiscount et également au point de vente Géant Casino, donc acteur qui s'appelait initialement Floa, nous appelions autrefois Banque Casino. Donc aujourd'hui, Floa fait partie du groupe BNP. Nous regroupons environ un peu plus de 450 salariés. En 2022, c'est un peu plus de 7% de croissance pour environ 3 milliards de production crédit. 4 millions de clients, donc acteurs qui se trouvent au plus près des Français et de ses clients pour financer les projets et faciliter les paiements chez les sites marchands. Merci Jean-Baptiste, peut-être que Johan, tu peux te présenter s'il te plaît. Oui, bonjour à tous, je suis Johan Briand, je suis responsable de la gestion des risques, de la conformité et du contrôle chez Slimpay. Slimpay qui est un établissement de paiement pionnier dans ce que l'on appelle le paiement dit de compte à compte, donc c'est-à-dire sans intermédiation, sans support de paiement, avec un paiement donc, qui se fait directement du compte du payeur vers le compte du bénéficiaire. Et pionnier également dans les solutions d'open banking qui accompagnent les services de paiement. Et notre credo particulier est celui de l'économie de la récurrence ou de la répétition, avec des modèles, des business models basés sur l'abonnement notamment. François. Bonjour, donc je suis François Saunier, je suis CEO de Blackwen. Blackwen, on fournit aux institutions qui font du financement, donc du crédit, de l'allocation longue durée, du leasing, une solution de scoring anti-fraude qui va être intégrée dans l'ensemble des outils qu'ils exploitent déjà. Merci François. Et moi, je suis Bachir Bacha. Je vais avoir le plaisir de modérer aujourd'hui les discussions du panel. Je suis associé au sein des équipes risques et regulatory du cabinet d'audit et de conseil PwC. Je suis spécialisé sur les sujets de lutte contre la fraude et de forensique, plus particulièrement sur les aspects de prévention, détection et investigation de cas de fraude et de cas de fraude au sens large, voilà, et notamment de fraude bancaire. Depuis 2001, chez PwC, on publie une étude sur la fraude en entreprise et notamment sur la fraude dans le domaine bancaire. Ce qu'on peut constater, la tendance est majeure et massive, et je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est que la fraude externe, et notamment la fraude qui émane de clients, est la principale fraude qui est reportée par tous les
tous les établissements financiers qu'on peut interroger, que ce soit des établissements de paiement, que ce soit des assureurs, que ce soit des banquiers, et quelle que soit la nature de du secteur bancaire spécifique, loin devant la cybercriminalité. Et dans ce contexte, Finance Innovation a souhaité organiser ce webinaire pour vous partager, je dirais, l'expérience des participants et puis les bonnes pratiques sur les meilleures manières d'approcher ce phénomène pour essayer de l'endiguer dans la mesure du possible. Alors, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est 4 points principaux. Le premier, c'est quels sont les types de fraudes les plus critiques que le secteur peut rencontrer, que ce soit des banques, que ce soit des établissements de paiement. Quelle est l'évolution des schémas et des mécanismes frauduleux qui sont mis en œuvre par les fraudeurs au sens large. On va parler d'un point, on va dire, relativement général sur la prédiction, la détection et le traitement des cas de fraude. Et puis, on va finir par les bonnes pratiques pour que chaque participant puisse nous donner son point de vue sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne peut-être moins, et en tout cas sur leur vision de la meilleure manière de lutter contre la fraude. Donc sans transition, je dirais qu'on va essayer de parler des différentes typologies de fraude. Pour ce faire, je vais me permettre d'interroger plus particulièrement Johan et Jean-Baptiste pour qu'ils puissent nous partager leur expérience du terrain, de ce qu'ils peuvent voir au quotidien. Jean-Baptiste a commencé. Peut-être, Johan, tu peux nous donner ta vision sur le sujet, si ça te convient. Oui, tout à fait. Je pense que dans un premier temps, il faut rappeler qu'en tant qu'acteur de l'écosystème financier, finalement, on est amené à manipuler des fonds. Et c'est ce qui forcément attire les fraudeurs, c'est cette volonté de pouvoir détourner, capter une partie de ces fonds. Et donc, nécessairement, on est exposé de par notre activité à des tentatives de fraude ou à des fraudes de temps à autre. Spontanément, quand on pense à la fraude bancaire, finalement, on va penser à la fraude qui est assez courante et plutôt médiatisée. On va penser aux tentatives de phishing. Donc, typiquement, toute tentative faite par un fraudeur pour essayer de récupérer des codes d'accès à un espace personnel client, par exemple. Le phishing, qui est à peu près la même démarche, c'est-à-dire du phishing vocal. On se fait passer pour le conseiller bancaire pour essayer de récupérer, là encore, des informations qui vont permettre d'accéder derrière au compte du client. Le skimming, qui est là, est un peu plus spécifique à la fraude sur automate. On en entend parler dans les médias. En termes d'impact, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus significatif. Néanmoins, ça reste une fraude assez courante. Pour ma part, je dirais que le type de fraude en tant qu'établissement de paiement et par rapport à nos activités, la fraude à laquelle on est peut-être tout particulièrement exposé va être celle que l'on appelle la fraude par ingénierie sociale. Alors là, je m'appuie sur une définition qui est donnée d'ailleurs par Interpol, et la fraude par ingénierie sociale désigne les escroqueries orchestrées par les criminels qui abusent de la confiance d'une personne afin d'obtenir de l'argent ou des informations confidentielles qui leur permettent de commettre une autre infraction. Et donc, dans ce type de schéma de fraude à laquelle on peut être exposé, on va retrouver notamment un levier qui est la fraude documentaire, c'est l'utilisation de faux documents pour se faire passer pour une tierce personne, ou alors l'usurpation de documents. Et ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir, qui est aussi une des méthodes, une des approches qu'utilisent les fraudeurs pour essayer de parvenir à leur fin. Et enfin, le dernier type de fraude sur lequel on reste vigilant en permanence est ce que j'appelle, et ce qu'on appelle communément d'ailleurs, la fraude au président. C'est typiquement, là encore, un schéma dans lequel le fraudeur va essayer de se faire passer pour un haut dirigeant de l'entreprise afin d'ordonner l'exécution d'un transfert de fonds vers un compte bien souvent situé à l'étranger. Et étant amené à gérer chez Slimpay les fonds de nos clients, on est particulièrement vigilant sur ce type d'approche et ce type de fraude également. Voilà. Je pense que tu pourras compléter, Jean-Baptiste, avec un panel de fraude auquel toi tu peux avoir à faire face, qui est un petit peu différent compte tenu de vos activités également. Tout à fait. Chez Floa, à travers nos différentes activités, en fait, on connaît et on fait face au quotidien à 3 pans différents de la lutte contre la fraude et de la fraude. Parce qu'au final, on a 3 pans d'activités majeures différents. Si on prend le top 3, chez Floa, on peut ouvrir un crédit.
donc demander un financement, une avance, soit sur du crédit amortissable ou du crédit renouvelable. C'est-à-dire que nous, Floa, nous allons verser, transférer sur un IBAN 10, 20, 30 000 euros pour répondre à des besoins de trésorerie de la part de nos clients et de nos prospects. Donc ça, c'est une première famille d'activités. La seconde, c'est l'émission de cartes bancaires. Donc on fait face au flux CB parmi nos porteurs. Et enfin, le dernier, c'est sur la partie paiement fractionné où Floa, on va être branché sur la dernière page du paiement chez des centaines de marchands pour proposer des facilités de paiement. Donc sur chacun de ces 3 métiers-là, on fait face à différents types de fraudes. Alors si je vais très rapidement sur le sujet, sur la partie ouverture de compte de crédit, financement, où on va envoyer une carte bancaire ou sinon on va envoyer des fonds sur un IBAN, là, ça va être essentiellement de l'usurpation d'identité ou des identités synthétiques en termes d'attaque, avec des réseaux qui sont très organisés et systématiquement sur l'ensemble de nos activités, les attaques de fraude les plus prégnantes et les plus problématiques sont celles qui agissent en réseau. Donc usurpation d'identité et identité synthétique avec de l'ingénierie sociale derrière et des schémas compliqués, avec des filières qui s'organisent et qui se professionnalisent. On a évidemment une lame de fond qui va être les clients qui vont se faire passer plus beaux qu'ils ne le sont, avec des revenus où ils vont essayer de les falsifier, de les trafiquer, donc avec des documents contrefaits ou falsifiés, documents d'identité également falsifiés ou contrefaits pour passer à côté de certains criblages. Donc sur cette activité-là, c'est l'essentiel de ce que l'on rencontre. Sur la partie paiement, là, c'est tout ce que l'on connaît au quotidien. En effet, c'est ce que disait Johan. On a tous reçu des SMS de phishing et c'est de plus en plus fréquent. Derrière Amélie, derrière Entaille et les faux PV, etc. En fait, où il y a une grosse appétence de la part des fraudeurs pour attaquer sur la partie carte bancaire et détourner les comptes de banque en ligne. Donc, on a un couple d'attaques qui est entre la carte bancaire et la banque en ligne qui est détournée par les acteurs depuis la mise en place de la DSP2 et les nouveaux renforcements sécuritaires qui ont leur côté positif et leur côté négatif. Et enfin, sur notre activité, on va accepter, on va dire, les transactions au niveau de paiement fractionné. Cette fois-ci, on va avoir justement l'utilisation de cartes de crédit soit volées, frauduleuses, issues de fichiers, de carding, etc., qui ont été volées par ailleurs, ou également des clients qui vont contester la transaction qui, pour autant, ils ont faite. Donc, tout cet ensemble de fraudes sont, on va dire, le top 3, sans compter tout ce qui va être fraude marchand. C'est le top 3 de ce qui va nous occuper dans nos différentes typologies de métiers. Merci Jean-Baptiste. Tu as commencé à l'aborder, peut-être que François, tu peux nous dire 2 mots sur le profil vraiment des fraudeurs, de ce que tu peux voir chez tes clients. Ouais, en fait, dans le spectre de la fraude, hein, il est relativement large. On va pas un monde binaire où on est fraudeur ou pas fraudeur. Il va y avoir les personnes qui, comme le soulignait Jean-Baptiste, vont vouloir accéder à un produit auquel elles ne devraient pas pouvoir accéder et vont donner une image d'eux-mêmes altérée. Et ça, c'est un problème pour les établissements bancaires, parce que ça veut dire que les modèles de solvabilité appliqués vont pas fonctionner puisque les données en entrée sont falsifiées. On va avoir à l'extrême opposé la criminalité organisée, donc également évoquée, donc des grands réseaux qui vont se déployer et qui vont certainement qui se spécialisent sur certains types de produits aussi. Je pense en particulier au financement automobile qui est assez touché avec des réseaux assez larges. Il faut pas se tromper. Au final, il y a beaucoup de criminalité organisée et la plupart des gens rentrent assez rapidement dans la criminalité organisée parce que quand ils vont commettre quelques délits, au bout d'un moment, il va falloir blanchir cet argent, etc. Donc en fait, le mouvement se met en place assez rapidement. Et puis finalement, on a un phénomène de fraude qui apparaît aussi et qui a été également évoqué par Jean-Baptiste et qui prend de l'ampleur et qui est le friendly fraudeur, ou le fraudeur qui a un regard sur une perception de ce qui est bon ou qui est OK avec l'ordre moral qui va varier. Et là,
on a des cas avec des jeunes qui vont aller récupérer les credentials de leurs parents pour pouvoir, ou les cartes des parents pour pouvoir faire des achats et venir les contester sans que les parents soient au courant, etc. Donc ce type de problème. Et puis ces gens-là, cette population-là, elle va considérer que au final, c'est pas l'argent de quelqu'un, c'est l'argent d'une banque, c'est pas si grave. Le problème est plus une espèce de challenge presque, parce que c'est une faille du système, c'est pas vraiment une fraude. Donc voilà, donc c'est une adaptation de sa perception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc voilà à peu près les grands panels. Après, on a des profils un peu plus spécialisés. On sait que, enfin pas plus spécialisés, mais on peut regarder certaines caractéristiques des fraudeurs et qu'on peut expliquer, notamment sur des populations jeunes qui sont. Le fraudeur n'est pas jeune, c'est juste qu'il est plus facile d'obtenir de l'information sur des jeunes qui publient en permanence sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, en quelques mots, ce que je peux décrire. Après, si on veut creuser le sujet, on peut y revenir plus tard. Ouais. Je reviens moi sur deux points peut-être que tu as évoqué, François, qui me semble intéressant. C'est le lien, sans forcément s'attarder sur le sujet, mais le lien entre la fraude et le blanchiment, où en effet on est sur deux sujets finalement, les deux faces d'une même pièce. Donc ici l'objet n'est pas forcément d'adresser le sujet du blanchiment, mais en effet se pose cette question. Soit on est sur un cas de fraude qui peut être la résultante d'une opération de blanchiment faite en amont, soit en effet on va basculer sur le blanchiment des fonds détournés dans le cadre de la fraude. Et c'est un point qui est particulièrement intéressant. Ensuite, tu évoquais la notion d'ordre de morale ou de valeur morale. Je pense qu'en effet, l'écosystème bancaire ou financier, même dans son ensemble, doit faire face aussi à une certaine érosion de son image depuis la crise financière de 2008, où finalement la perception qu'a le public, le grand public des institutions financières s'est dégradée. Et aujourd'hui, en effet, il est plus toléré ou accepté qu'on puisse frauder un établissement bancaire parce que dans le même temps, on va, ou en tout cas l'opinion publique, ou une partie de l'opinion publique va estimer que ces institutions, entre guillemets, se sont bien nourries sur le dos des uns et des autres pendant plusieurs années. Et ça fait qu'il y a un petit peu moins de scrupules aujourd'hui à essayer d'aller frauder, ou en tout cas récupérer le maximum de fonds, quand bien même ça léserait les établissements bancaires notamment. Donc cette notion de valeur morale, je pense qu'elle est aussi importante dans la manière dont se transforment les cas de fraude, où on est peut-être plus sur de la fraude par opportunisme dans certains cas. On gardera toujours, et malheureusement, il y aura toujours des réseaux organisés qui renforcent, qui ont des moyens, qui évoluent avec la technologie également, et qui arrivent à le déployer de plus en plus, finalement, leurs approches frauduleuses. Mais il y a aussi cette nouvelle tendance qui est finalement plutôt la fraude par opportunisme, par des individus plutôt isolés dans un premier temps. Merci beaucoup Yoann, parce que ça nous fait une bonne transition avec notre point suivant qui est l'évolution des schémas de fraude. Peut-être juste un petit commentaire, ça me fait sourire tout ce que vous disiez François et Yoann, puisque si on ne parle pas du crime organisé, des fraudeurs qui sont plutôt des loups solitaires, là ce que vous évoquez sur les aspects moraux, c'est la partie rationalisation du fameux triangle de Crécet, le triangle de la fraude. Donc voilà, c'était un peu rappel théorique du sujet de la fraude. Donc sans transition, évolution des schémas de fraude et des mécanismes et des schémas de fraude. Est-ce que Jean-Baptiste, tu veux nous en dire un mot ? On peut en parler. Et c'est vrai qu'au final, le triangle est un bon rappel et une bonne approche, et alimente une partie des schémas, donc entre le côté rationalisation, justification, opportunité, la pression, le besoin, et qui vont alimenter tout ça. L'ensemble des réseaux auxquels on fait face profite justement de chacun de ces pans. Donc si on prend même, on recule sur l'aspect un petit peu quasiment sociologique, il va y avoir certaines populations dans certains continents qui vont venir attaquer les établissements de paiement, de crédit. Aujourd'hui, on est passé dans une ère du digital, du tout digital, de l'expérience client à outrance, parce que le client, il a des exigences qui sont parfois paradoxales. En tout cas, il veut une expérience client fluide. Il veut aussi de la sécurité.
Donc l'expérience client fluide apporte l'opportunité justement pour l'attaquant. Et en termes de justification, sur d'autres continents, ce que va valoir, et en plus l'aléa moral, il va être un petit peu différent entre ce qui va se passer dans certains pays où on va aller venir en effet, comme tu le disais Bachir, voler une banque. En fait, on vole quelqu'un, mais on vole personne. On vole une société mondiale contre laquelle on n'est peut-être pas d'accord en termes de schéma. Donc, on est dans ce terreau-là qui va faire que dans certains pays, on va avoir en effet une grosse pression qui va venir nous attaquer chez nous. Ça se traduit par quoi si on veut se recentrer sur les schémas, ça va être des gens des malfaiteurs qui vont collecter au quotidien, par exemple, des identités. Si on prend sur l'activité du crédit conso, il y a ou bancaire en général, il y a tout un travail de fond qui est de collecter à travers différents réseaux des identités. Alors, le cas auquel on peut être le plus confronté et comprendre bien le réel et le rationnel par rapport à notre quotidien, ça va être une petite annonce sur Le Bon Coin, sur un site, peu importe quel site, je ne vais pas stigmatiser Le Bon Coin, qui va peut-être proposer un appartement en location. Donc la pratique du marché des vrais bailleurs, ça va être de demander une copie du passeport, la carte d'identité, bulletin de salaire et tous les documents que l'on peut vouloir pour louer un bien. En fait, les fraudeurs, ils font la même chose, mais pour ensuite, par exemple, ouvrir des comptes, ouvrir des crédits. On a la même chose sur des offres d'emploi, des fausses offres d'emploi, avec du coup des débuts de schémas d'ingénierie sociale quelque part, qui vont capter toute une série de documents. Ces documents vont ensuite être mis à disposition sur des réseaux underground, on va dire, pas forcément le dark web, c'est disponible sur des plateformes aussi publiques, de forums, d'échanges, où des kits, par exemple, de documents d'identité vont circuler, qui vont ensuite nous être fournis à nous, établissements, pour entrer en relation. Donc le challenge pour nous, c'est de réussir à les identifier et les bloquer. Mais on se retrouve avec toute une chaîne. Alors cette fois-ci, c'est pas une chaîne de l'amitié, mais il y a toute une chaîne et toute une industrie avec des gens qui sont organisés, qui ont des commissions, qui travaillent ensemble, quasiment en plateau avec des couches de management et qui vont jusque dans les dernières couches de cette organisation. On va voir là des mules, des personnes qui n'ont pas forcément compris ce qui se passe, qui on leur dit tu peux recevoir 500 € et puis tu m'en rends 400, tu récupères 400 € dans l'affaire, qui fait qu'on peut avoir des personnes qui n'ont même pas bien compris qu'elles participent à des schémas de fraude en réseau organisé. Donc nous, ce qu'on repère en tout cas, c'est une réelle industrialisation et professionnalisation du marché avec des outils de plus en plus aboutis, avec, on le voit aujourd'hui, tout ce qui est début prémisse de l'intelligence artificielle que le grand public voit. C'est des outils qui commencent à être utilisés par les attaquants pour aller encore plus vite, voler une fois 1000, 2000, 10 000, plusieurs fois 100 000, et à chaque fois que l'on va avoir tous ces fonds qui vont être tirés, ça donne davantage de moyens aux attaquants. Donc ils obtiennent à travers des schémas de noircissement d'argent dans un premier temps, puis de blanchiment d'argent, ils peuvent récupérer des sommes considérables qui sont mises au profit de ces attaques. Merci Jean-Baptiste, c'était très clair. Est-ce que Johan, tu veux nous donner un aperçu de ce que tu peux voir chez Slimp? Oui, je comprends. Un premier aspect peut-être un peu plus longtemps qui est l'évolution des services bancaires et notamment des services de paiement. C'est vrai que à la faveur depuis ces 15 dernières années du développement de nouveaux services de paiement, on a son pendant côté fraude, c'est-à-dire que les réseaux organisés vont se familiariser avec les règles de fonctionnement, avec les règles appliquées au sein des différents établissements pour essayer de trouver systématiquement la faille qui va leur permettre de parvenir au fond finalement et à les détourner potentiellement. Donc ça fait apparaître finalement de nouvelles approches de fraude qui vont plus forcément être ciblées uniquement sur le volet crédit, octroi de crédit sous une fausse identité et détournement des fonds, etc. On va avoir finalement tous les types de services bancaires qui vont être ciblés par des tentatives de fraude qui vont quasiment d'ailleurs toutes s'appuyer sur ce que soulignait Jean-Baptiste, c'est fausse ou usurpation d'identité, qui est un petit peu le point de départ, c'est-à-dire commettre la fraude sans pouvoir être attrapé derrière parce que utilisation d'une fausse identité. Donc ça, c'est un des points peut-être marquants aussi dans la transformation des approches de fraude et le fait que finalement les cas de fraude, les typologies de fraude ne cessent de se démultiplier
Et Jean-Baptiste soulignait également un point intéressant, c'est l'usage de la technologie dans les tentatives de fraude. On voit qu'en effet, on peut aujourd'hui assez facilement se faire passer pour quelqu'un en usurpant la voix, en utilisant des technologies de deepfake, etc., pour prendre l'apparence aussi en visioconférence et autres de telle ou telle personne. Ça se fait malheureusement assez facilement et ça peut duper assez facilement finalement un interlocuteur côté bancaire ou établissement de paiement, etc. Et là, je fais une petite transition où je prends un petit peu d'avance sur les parties suivantes, mais c'est vrai que la sensibilisation et le fait de rester alerte pour tous les collaborateurs finalement est un point crucial pour appréhender au mieux et prévenir le risque de fraude. Après, Jean-Baptiste évoquait un point qui était assez intéressant, c'est le recours à ce qu'on appelle dans le domaine, on va dire, des hommes de paille. On retrouve ça côté blanchiment, on va le retrouver aussi côté fraude. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je trouve qu'il y a une très bonne série justement qui est sur Canal+ en ce moment, qui est d'argent et de sang sur la fraude au quota carbone, fraude à la TVA, et qui illustre bien dans les premiers épisodes le recours à ces hommes de paille finalement qui sont un peu les victimes collatérales de la fraude et qui se font escroquer sans s'en rendre compte, avec potentiellement derrière des enjeux qui relèvent du pénal et qui peut se traduire par des condamnations pour ces personnes aussi. Et donc, dans ces configurations, finalement, tout le monde doit être sensibilisé ou vigilant par rapport au risque de fraude. Merci Johan, et puis ça alimentera peut-être le week-end des participants. Peut-être François, tu peux nous dire un dernier mot sur les mécanismes que toi tu peux voir auprès de tes clients, s'il te plaît? Ouais, sur les... En fait, beaucoup de choses ont déjà été dites sur ces sujets de fraude et sur l'industrialisation. En fait, l'industrie qui est en face de nous, c'est la fraude. Si ça devait être un pays, ce serait le cinquième PIB mondial, quoi. Donc, c'est enfin pas la fraude, mais la criminalité financière. En fait, il y a un basculement ces dernières années de la criminalité vers la criminalité financière parce que plus de distance et moins de risques pour la criminalité, moins d'exposition au risque et au risque pénal notamment. En fait, la peine encourue pour escroquerie, elle est quand même moins forte que celle pour la criminalité physique, trafic en tout genre, etc. Et effectivement, comme le soulignait Jean-Baptiste, il y a vraiment des entreprises spécialisées sur la collecte d'identité qui vont les revendre, qui vont se les échanger. Ils sont très très armés en termes de communication. En fait, ils sont vraiment dans la coopération. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on en a discuté récemment avec des personnes qui travaillent dans les services de police, mais ces réseaux de criminalité organisée communiquent tellement que ça vient transpirer et ça va toucher justement ces gens qui sont en train de basculer et qui ont ce regard un peu amoral sur ce qu'ils sont en train de faire, parce que ces techniques de fraude qu'ils vont utiliser ou que les gens vont utiliser de manière un peu ponctuelle, en fait, ils les inventent pas, elles sont c'est parce que l'information, le schéma leur est mis à disposition qu'ils vont pouvoir l'exploiter. Et pour revenir sur le gérant de paille, ouais, c'est assez dévastateur chez les particuliers. C'est assez dévastateur aussi dans le monde du financement entreprise, en fait. C'est un schéma super appliqué. En fait, la criminalité profite un peu de la misère sociale pour mettre tout ça en place. Peut-être pour basculer du coup sur le plus franchement dans le point d'après sur la prédiction, détection, traitement de la fraude. Un des sujets importants en fait dans la prédiction, dans la détection de la fraude, c'est les données qui peuvent être utilisées en fonction de la clientèle, du produit. On ne veut pas utiliser les mêmes informations. On en avait discuté pendant cette préparation avec Jean-Baptiste, notamment sur le fait que selon la typologie de produit qu'on a en face de nous, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes stratégies non plus de défense, et que il y a
un réel besoin en fait de considérer l'ensemble des données qui sont utilisées dans la prévention de la fraude et alors à la fois côté financement mais aussi paiement, d'exploiter cette mine d'or historique, pas pour faire du marketing, mais pour travailler sur les sujets de lutte contre la fraude. Et après, il y a certainement un enjeu aussi de mutualisation de la connaissance autour de ces thématiques-là, qui peuvent se faire au sein d'une entreprise. Je pense à toi, Jean-Baptiste. J'imagine que vous bénéficiez au sein de Floa, en fonction des différentes lignes produits, bah, il y a une espèce de transfert de connaissances entre les différents produits, on va dire, en termes de gestion de la fraude. Et puis, peut-être d'une manière plus large au sein de BNP, vous avez un écosystème qui vous permet d'échanger sur l'ensemble de ces sujets, quoi. Je vais rebondir parce qu'en effet, on a une position qui est assez entre guillemets intéressante chez Floa et aussi de par notre passé. Donc aujourd'hui, au sein du groupe BNP, on est capable d'avoir des échanges transverses avec l'ensemble des entités du groupe. Au sein du groupe BNP, on retrouve aussi Personnel Finance, donc CTLM, qui notamment une des marques, CTLM, pour le crédit conso, qui nous apporte de l'expertise transverse. Donc on fréquente, on côtoie au quotidien j'ai envie de dire les meilleurs, mais en fait on est tous les meilleurs dans nos métiers parce que chacun, la fraude, elle attaque le compte de résultat à un tel niveau, au niveau des pertes, on travaille au niveau des moindres pertes, donc c'est de l'équivalent quasiment de marge nette, donc on est vraiment tout en bas du compte de résultat. Donc on y met tous beaucoup d'énergie et c'est aussi accessoirement un sujet qui nous passionne, mais à travers notre casquette d'être au plus proche des retailers avec le groupe Casino, avec Cdiscount. Autrefois, nous étions, il y a encore 2 ans, au sein du Crédit Mutuel, qui était notre actionnaire. On a des liens déjà très forts à travers les banques, les groupes bancaires et les partenaires qui sont derrière nous. Et ensuite, on tisse entre les différents établissements des réseaux de confiance qui nous permettent d'avoir accès, et puis un petit peu comme on le fait aujourd'hui avec ce tour de table, on a connaissance des attaques, des tendances et des bonnes pratiques. Alors, on est toujours et on sera toujours en train de courir après les fraudeurs, les nouvelles techniques. On en identifie parfois en avance. On se dit, tiens, ici, il y a cette faille-là qui pourrait se produire, mais en fait, il n'y a rien de tangible derrière. La faille n'est pas exploitée et on a plus intérêt à se concentrer sur les failles qui sont exploitées pour limiter les pertes plutôt que de faire uniquement de la prévention des futurs schémas qui peuvent arriver. On doit nous aussi rationaliser, faire preuve de réalisme par rapport aux attaques du moment. Un des bons exemples, je pense en termes de schéma d'attaque, encore une fois, c'est ceux auxquels on est tous exposés avec les fameux faux conseillers qui vont vous appeler. Alors nous, on a eu dans le métier du crédit les faux courtiers et ça continue toujours. C'est de beaux schémas d'ingénierie sociale qu'il n'était pas forcément évident de prédire à l'avance. On en a d'autres auxquels on a déjà pensé, mais qui ne se produisent pas encore, donc on va voir lorsqu'ils se reproduiront. Si on prend l'exemple du paiement, aujourd'hui, les banques ont toutes communiqué. C'est aussi un bon exemple de synchronisation. Tout ça, ça s'est fait avec la collaboration des banques, de la Banque de France, de la FBF, de l'OSMP, qui ont pu notamment mettre le doigt depuis des années, sur le schéma de fraude où l'attaquant va appeler la victime en se faisant passer pour la banque. Donc aujourd'hui, on est contraint, nous, de réagir et de contre-communiquer face aux fraudeurs. Enfin, c'est assez fou qu'on en soit arrivé là. Où on va expliquer à tous nos clients et sur les différents canaux que jamais la banque ne les appellera pour vérifier que la transaction est bien faite par eux, que jamais on leur demandera certaines informations confidentielles. Alors, au final, ça vient disrupter toute la chaîne d'authentification du client lorsque le client nous appelle. C'est-à-dire que pour nous, c'est très clair. On sait quelle est la différence entre un appel entrant et un appel sortant. Donc, on ne va pas du tout le traiter de la même manière. Pour le client, il n'a pas accès à cette logique, notre logique du quotidien. Pour lui, si on lui pose des questions quand il nous appelle ou quand on l'appelle, pour lui, c'est pareil. En plus, les attaquants font du spoofing téléphonique, donc présentent le numéro de la banque lorsqu'ils les appellent. Donc, le
client il est forcément perdu. Même quelqu'un qui s'occupe dans une direction des risques dans une banque se ferait piéger par les schémas d'ingénierie sociale qui existent aujourd'hui. On a tous entendu parler autour de nous de manière plus ou moins proche en effet, de fraude au président, c'était évoqué un petit peu plus tôt, avec, j'ai entendu des histoires où le directeur financier, il a donné une valise de billets dans un parking souterrain pour une transaction de très haut niveau, censée être débouclée par le directeur général. Et en fait, il a été usurpé en son absence. Et il y a toute une série de mécanismes qui ont été activés côté victime qui font que la victime est amenée à faire toute une série d'actions qu'elle n'aurait jamais faites sans l'aide d'un fraudeur qui l'a manipulée entre guillemets en mode main invisible. Et donc au final, cette collaboration et cette expertise, on l'obtient de la part de nos pairs et on travaille entre nous. Les fraudeurs font pareil. Et on fait, pour revenir aussi sur le sujet de la détection, on doit mettre en œuvre des outils pour détecter ces schémas qui sont très très complexes à détecter. Si vous prenez une approche traditionnelle, où vous regardez les dossiers, les paiements en regardant uniquement la partie émergée de l'iceberg, vous ne voyez rien. Tout va bien, tout est normal, tout s'est fait dans des conditions normales. Il faut aller exploiter les moindres données dans les plus petits sous-jacents, établir des liens très faibles entre différents paiements, par exemple, entre différentes demandes de crédit, des signaux très faibles qui, par leur configuration, certains signaux très faibles ensemble deviennent des signaux extrêmement forts, qui font que l'on va pouvoir prédire, on est vraiment dans la prédiction, on est au niveau du clic utilisateur, on va pouvoir, nous, avec des technologies, sentir l'intention de l'attaquant au niveau du clic, au niveau de choses qui sont vraiment très très cachées. Mais pour ce faire, on n'a pas d'autre choix que d'investir massivement. Alors, évidemment, comme on perd de l'argent, on peut investir. Donc on a facilement des ROI sur les types de sujets anti-fraude. On est sur des ROI sur quelques mois la plupart du temps. Et on va aller mettre en œuvre des technologies très avancées où l'humain, il est au cœur de tout ça, l'humain côté analyste, côté fraude, dans l'orchestration de ces systèmes-là, le contrôle, la mise en œuvre, la compréhension, pour aller contrer les systèmes, contrer les attaquants qui viennent. Et au milieu de tout cet investissement massif, je pense qu'un des points qui peut être aussi intéressant d'échanger, ce sont en fait les outils qui sont censés être là pour protéger les clients et les futures victimes, se retournent parfois contre nous. On peut prendre l'exemple du RGPD. Le RGPD, c'est un formidable outil qui est mis en œuvre à l'échelle européenne et qui s'étend aussi sur d'autres continents pour aller protéger les utilisateurs face au vol de données, à être le privacy by design, bien justifier la légitimité, la finalité, la proportionnalité des traitements. Mais au final, tout cet écosystème qui est là pour protéger de manière systémique l'ensemble des citoyens, elle a tendance à se retourner aussi contre nous dans la mise en œuvre des projets avec des hauts niveaux de technologie, parce qu'au final, on va peut-être passer 80-90% du temps et de l'énergie à nous assurer de faire les bonnes études sur le sujet et de rester systématiquement conformes, parce que tous les produits que l'on sort sont systématiquement dans les clous et conformes. Mais cet exercice-là, il est terriblement coûteux pour la mise en œuvre et qui fait qu'au final, ça contribue beaucoup au fait de courir après les attaquants. Les technos, elles sont là. Peut-être même qu'autour de la table, au niveau du chat, il y a des apporteurs de solutions. Il y a des super technos qui sont là. Mais pour les mettre en œuvre, il nous faut facilement 6 mois, 1 an, parfois plus, en fonction des sujets RGPD. Et au final, en attendant, la fraude, elle arrive, elle fait son job. Et puis ensuite, lorsqu'on branche la techno, elle peut être un petit peu obsolète. Mais en tout cas, elle va produire des résultats pendant un certain temps. Ouais, j'ai pris un petit peu de temps, mais je pense que c'est un sujet qui est assez complexe. C'était très utile, c'était très intéressant, Jean-Baptiste. Tu as bien fait. Ce qu'on a discuté aussi pendant la préparation, c'était que autour de la table aujourd'hui, il y a peut-être en effet des éditeurs de solutions, mais il y a aussi peut-être des fraudeurs qui se connectent, donc on ne voulait pas trop donner non plus de bons tuyaux. Peut-être, Yoann, je ne sais pas si tu veux nous partager, est-ce que tu pourrais nous partager, s'il te plaît, ton avis, ta vision sur justement ces modes de détection et les entraves auxquelles tu peux faire face et le monde des fintech plus spécifiquement. Je vais beaucoup m'appuyer finalement sur ce qu'a dit Jean-Baptiste en apportant aussi mon regard. C'est vrai qu'aujourd'hui,
l'expérience, la connaissance des schémas de fraude, l'anticipation de ce qui pourrait survenir demain et qui n'est pas encore avéré ou pour lesquels, des cas de fraude pour lesquels finalement on a très peu de cas aujourd'hui. La connaissance, on l'a en interne, on l'a au sein de la profession, je pense, de l'écosystème bancaire. On est en mesure, en effet, de communiquer avec nos pairs, etc., pour essayer de créer cette intelligence collective aussi pour mieux appréhender, pour mieux lutter contre la fraude. Et au-delà de ça, je dirais que l'enjeu pour les établissements financiers, bancaires, établissements de paiement, etc., il se trouve aussi en effet, on pourrait aller toujours plus loin dans la collecte d'informations, le rassemblement d'informations. Aujourd'hui, les technologies permettent en effet d'analyser des masses d'informations considérables et qui nous permettent de détecter les signaux faibles qui, humainement, auparavant, ne pouvaient pas l'être avant un certain niveau de fraude ou un certain niveau d'avancement de la fraude. Aujourd'hui, on peut avoir des systèmes un petit peu préventifs ou détectifs de la fraude grâce à la technologie. Là où on va faire face à un véritable enjeu pour nous, établissements financiers, finalement, c'est l'articulation entre notre capacité à prévenir la fraude, à détecter la fraude et à offrir en même temps la meilleure expérience à la grande majorité de nos clients qui, eux, sont tout à fait honnêtes, tout à fait légitimes, n'ont pas d'intention de frauder. Et c'est là où on peut avoir à certains moments une confrontation directe entre finalement des objectifs ou des enjeux en matière de lutte contre la fraude pour nous à nos niveaux établissements financiers, comme l'évoquait Jean-Baptiste. Une fraude, ça peut constituer une perte sèche et une perte nette pour un établissement, et l'expérience qu'on va offrir à nos clients. Enjeu peut-être d'autant plus important pour les acteurs de type FinTech, finalement, qui vont intervenir sur des métiers plutôt spécialisés, très spécifiques, et où l'expérience utilisateur, l'expérience client est au cœur de la proposition de valeur que l'on peut faire, et donc d'offrir le parcours client le plus fluide possible, que ce soit à l'onboarding du client ou que ce soit dans la vie de la relation client finalement et la manière d'éprouver ou d'utiliser nos services. On se doit de proposer finalement l'expérience la plus limpide possible. Et donc, ça veut dire éviter tous les irritants, ou en tout cas les étapes qui sont perçues comme irritantes par les utilisateurs, mais qui pourraient venir concourir à détecter ou prévenir la fraude. Et donc, c'est là où il y a un bon équilibre à trouver entre, d'un côté, des objectifs ou des enjeux en matière de lutte contre la fraude, et de l'autre, un service et une expérience client qui est quand même au cœur de notre préoccupation aujourd'hui. Là, c'est beaucoup de pédagogie, je dirais, à avoir vis-à-vis de nos clients pour qu'ils comprennent le pourquoi on collecte telle information, dans la limite d'ailleurs du cadre réglementaire qui s'applique, RGPD notamment, et la qualité, ou en tout cas la valeur que ça va apporter aussi à nos clients. Au-delà de préserver d'ailleurs la valeur pour un établissement, la lutte contre la fraude, c'est aussi un vecteur de confiance, et cette confiance, c'est la base de la création de valeur future. Donc, c'est aussi important de le mettre bien en avant dans la relation ou les échanges que l'on a avec nos clients. Je peux me permettre une petite remarque, parce que je vois qu'il y a des choses qui s'écrivent dans le chat, et c'est assez intéressant, je pense, d'en tenir compte. En effet, aujourd'hui, on a toute une série d'outils qui sont disponibles, d'autres qui ne sont pas disponibles, certains qui sont en train de se lancer. On a beaucoup d'initiatives qui tournent autour des pièces d'identité, des documents dématérialisés, de l'utilisation. Il y a aussi le sujet d'utilisation qui est faite par les futures victimes. Aujourd'hui, moi, je trouve ça plutôt dérangeant que par exemple, quelqu'un et qui puisse. Moi, j'aurais presque envie de dire que quelqu'un demande la pièce d'identité à une personne. On prenait l'exemple d'un bailleur ou peu importe. Aujourd'hui, de manière quasiment absurde, on est tenté de demander une pièce d'identité à quelqu'un d'autre pour se rassurer. Et au final, je pense que si c'était pénalement répréhensible de demander la pièce d'identité de quelqu'un, on aurait peut-être moins de problèmes sur le sujet, parce qu'au final, on essaye d'ultra sécuriser des documents d'identité. On voit des initiatives auprès de la NTS avec DocVerif notamment, qui essaye de ne pas prendre trop de distance. On a maintenant les wallets qui vont tendre vers l'identité qui va être gérée dans les smartphones. Donc au final, on va avoir
GAFA qui vont aussi nous aider à introduire au plus proche de la poche de l'utilisateur des documents d'identité de manière sécurisée, avec toute la connaissance aussi qu'ils ont. Mais parfois, on a entre guillemets des reculades quand on voit le sujet des 2D docs sur l'activité du crédit conso. À une époque, fut un temps, je pense que c'était avant le mois d'avril dernier, il était possible de vérifier un avis d'impôt dans son intégralité. Depuis quelques mois. Maintenant, ce n'est plus possible. Le service des impôts a dû probablement faire face à des problématiques justement RGPD, qui fait que maintenant, il n'est plus possible de contrôler les mêmes choses sur un avis d'impôt. Donc, au final, on se retrouve avec la technologie qui peut nous aider sur certains côtés, et parfois les échanges. Et je pense qu'une des clés dans la lutte contre la fraude pour réussir à y parvenir et à la minimiser, on ne pourra jamais vraiment l'arrêter, mais c'est justement d'avoir des systèmes de communication. On n'a pas forcément besoin de communiquer pour bloquer les attaques, mais il peut y avoir en effet la blockchain, ou en fait d'avoir des informations qui permettent d'avoir de la confiance avec des substrats d'informations ou des confirmations qui sont passées par des systèmes techniques. En tout cas, aujourd'hui, on a un écosystème qui est vraiment en train d'être bouleversé sur les technos. Donc, on a des technos, on a de l'IA, on a plein de choses qui sont en train de se lancer. On a des API, il y a les opérateurs qui fournissent des choses formidables aussi au niveau des télécoms. Nous, on travaille au quotidien avec eux pour réussir à mettre en œuvre les solutions de demain. Donc, il y a tout un travail de lobbying qui est fait par les différents acteurs. Voilà, il y a vraiment un gros travail à faire sur ces sujets-là. Et je pense qu'en discuter autour de la table aujourd'hui, ça peut être intéressant aussi. Merci Jean-Baptiste et Johan pour ces éclairages. Je voulais passer au dernier point, vraiment sur les bonnes pratiques et le caractère un peu concret du webinaire. François, est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 éléments sur les meilleures manières de s'armer contre la fraude, et toi, ce que tu peux recommander à tes clients au quotidien? Ouais, en reprenant quelques éléments évoqués au précédent, mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête, c'est que s'armer contre la fraude, au final, c'est tu as évoqué un point au début sur la cybersécurité. Il y a un lien avec la cybersécurité. En fait, la prévention de la fraude, faut le voir comme un système de défense en profondeur. Donc en fait, il n'y a pas une solution unique. Il faut combiner un ensemble de moyens, de processus, de technologies, d'humains aussi dans le dispositif. Et il faut bien concevoir son système en pensant aux produits qu'on cherche à protéger. Alors, quand on a un seul produit, c'est plus simple. Quand on a plusieurs, comme Jean-Baptiste, j'imagine que ça devient un peu plus complexe à gérer, parce que avec des problématiques qui varient. Il y a des éléments à prendre en compte qui sont relatifs à la population auquel on fournit son propre produit, donc la population au sens statistique du terme, qui sont nos clients, et du coup, essayer de se mettre un peu dans une vision prospective vis-à-vis des fraudeurs, et de réfléchir à comment eux vont exploiter la population cible pour aller frauder. Ensuite, il va y avoir des éléments géographiques ou d'habitude de consommation qu'il va falloir prendre en compte. Moi, je le vois chez certains de nos clients, notamment dans le monde de l'auto. Les véhicules, les types de véhicules, les marques de véhicules plus sensibles en France sont pas les mêmes qu'en Allemagne, de manière pas si étrange que ça, parce que la population a des attentes différentes en termes des habitudes de consommation différentes. Donc bien s'armer, c'est réfléchir à tous ces sujets, établir différentes lignes de protection, celles qui sont visibles par le client et qui sont assez obvious sur la vérification d'identité, même si ça pose des problèmes. Puis aussi avoir des vérifications qui sont en dernière ligne, un peu plus masquées, et qui nous, c'est ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas faire trop de promo quand même sur Blackwed, mais nous, on fait de l'analyse comportementale de l'usager. Quand on dit comportemental, c'est pas de l'analyse du clic de souris, etc. Mais c'est savoir est-ce que au final, le comportement dans la demande de financement, est-ce qu'elle est
est-ce qu'elle est cohérente vis-à-vis de l'ensemble de la population et de ce qu'on peut voir dans le reste des demandes de financement. Et donc du coup, ça, c'est beaucoup plus derrière. On rajoute rien dans le parcours client, on va pas rajouter de friction, etc. Donc c'est des éléments, encore une fois, qui sont à empiler. Ça ne veut pas dire que la technologie, il y a une technologie qui va remplacer toutes les autres. On les multiplie, on a tendance à les multiplier, aussi sur les parcours clients en voulant adresser cette problématique d'expérience client et d'instantanéité qui vient créer des nouveaux problèmes, qui crée des nouvelles opportunités pour les fraudeurs. Chaque fois qu'on fait un bond ou un pas en avant avec la technologie, il faut quand même toujours mesurer le bénéfice et le risque d'exposition. Et mon sentiment, c'est que dans le temps, à multiplier l'ensemble en multipliant les produits, les canaux, les technologies, etc., en fait, on augmente d'autant la surface d'exposition au risque d'attaque des fraudeurs. Donc, il faut bien le prendre en compte et essayer autant que possible pour les personnes qui sont dans la gestion de la fraude, la gestion du risque, d'éduquer aussi les personnes qui sont en charge du business dans vos institutions, qui eux, n'ont pas forcément toujours ces réflexes de prise en compte des enjeux de risque et de fraude quand ils déploient des nouveaux produits. Merci beaucoup François pour ton éclairage toujours très intéressant. Je vois que le temps file beaucoup. Je voudrais quand même que notamment Jean-Baptiste et Johan puissent nous donner leur vision des bonnes pratiques, quelques bonnes pratiques et recommandations sur la meilleure manière, en tout cas ce que eux ils ont pu expérimenter qui était pertinent dans la lutte contre la fraude. Évidemment, on va pas dévoiler de secrets de fabrication, mais des choses intéressantes pour lutter contre le phénomène. Messieurs, je ne sais pas qui veut commencer. Jean-Baptiste, je t'en prie. Sans divulguer de secrets, nous, il y a des technologies qu'on aime bien actuellement et qui sont très, très prometteuses, sont les bases de données graphes. Donc sur cette partie-là, il y a des belles choses à regarder et qui peuvent permettre d'accélérer certains traitements et certaines analyses, y compris en temps réel. Pour revenir sur le sujet bonne pratique, souvent je fais une analogie. Alors évidemment, on en a parlé, Floa, nous on a différentes casquettes, hein, donc à la fois proche du marchand, à la fois on émet nos cartes bancaires, on finance, on fait du KYC, donc on a toute une série de choses qui existent maintenant. Je pense que c'est une remarque un petit peu contre-intuitive qui peut paraître choquante, mais ça peut permettre de réfléchir. Ce que je dis à certaines personnes pour bien comprendre le sujet de l'hygiène identitaire, en France en tout cas, par rapport aux documents d'identité qui existent et l'approche que l'on a par rapport à cela, c'est de se dire que lorsque, par exemple, si vous vous rendez dans un immeuble à La Défense ou dans n'importe quel immeuble, hein, là je ne veux certainement pas stigmatiser La Défense, mais la personne qui est à l'accueil, au PC sécurité, va peut-être vous demander votre pièce d'identité pour mettre dans un petit tiroir, le temps de vous permettre d'accéder à votre rendez-vous et de vous inscrire sur un registre. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'à cette étape-là, posez-vous la question si vous n'avez pas plus intérêt à laisser vos clés de voiture, les clés de votre maison, voire votre carte bancaire. Si, en laissant votre carte bancaire, vous vous dites « non, je ne suis pas du tout à l'aise, ça ne me va pas en fait, je ne suis pas OK avec ça », normalement, vous devriez être encore moins à l'aise à l'idée de laisser votre pièce d'identité. C'est-à-dire que le risque de faire cette action-là, de laisser sa pièce d'identité, le risque de survenance, il est plutôt faible, qu'il soit utilisé par quelqu'un de malveillant, qui va la prendre en photo et qui va vous nuire, mais il existe. Si ça se produit, l'impact sera énorme pour votre vie si des attaquants arrivent à l'utiliser contre vous. En immatriculant des voitures, en usurpant votre identité, et l'usurpation d'identité, c'est un véritable fléau. Si vous laissez votre carte bancaire, il y a un risque, une probabilité nettement plus importante qu'on vienne vous prendre de l'argent, mais
l'impact sera très faible. Demain, vous faites opposition sur votre carte bancaire, c'est la fin de l'histoire. Vous allez peut-être avoir à supporter. Alors, ce que je dis, c'est une analogie, il ne faut surtout pas le faire. Je ne vous dis pas de laisser votre carte bancaire en bas d'un PC sécurité, mais c'est juste d'avoir cette idée-là en tête et de se dire, tiens, qu'est-ce qui me dérange le plus? Et je pense que ce qui va vous déranger le plus, c'est de passer votre carte bancaire. Et c'est là le nœud du problème. Donc, il y a un sujet aussi d'éducation et de sensibilisation à ce sujet-là, au-delà des technologies à mettre en œuvre en défense. Et en effet, je une remarque, à l'hôtel, en effet, si vous êtes résident français, l'hôtelier n'a pas le droit de vous demander votre carte d'identité. Donc moi, je le fais remarquer à chacun de mes déplacements. Je ne laisse pas ma carte d'identité être prise en photocopie pour aller dans un hôtel en France. Pardon. Je rebondirai moi, sur ce que Jean-Baptiste et François ont pu dire. Il y a le volet technologique. Assurément, c'est un des leviers qui permettra à chaque établissement financier finalement de renforcer sa lutte contre la fraude. En tout cas, de pouvoir se mettre à niveau de ce que peuvent déployer les fraudeurs dans leurs tentatives pour essayer de limiter au maximum l'impact et les cas de fraude. Jean-Baptiste évoquait rapidement la blockchain. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde du paiement, pour prendre cet environnement-là, il n'y a pas encore une grande maturité sur le sujet. On voit que dans le monde du spectacle ou des événements sportifs, la technologie blockchain a commencé à être utilisée pour certains concerts au Stade de France il y a quelques mois, pour des événements sportifs, etc., pour sécuriser justement la détention du billet, etc. Donc, il y a des cas d'usage qui se trouvent, qui sont très concrets aujourd'hui dans certains environnements ou pour certaines problématiques. Vraisemblablement et très certainement d'ailleurs que demain on trouvera une application très concrète au domaine du paiement ou de la vérification de l'identité de certaines contreparties avec lesquelles on peut interagir en tant qu'établissement financier. Donc le volet technologique, je dirais que sur cet aspect-là, il faut, comme sur tous les sujets ayant trait à la fraude, il faut rester curieux, il faut être attentif aux évolutions et se réfléchir finalement ou accompagner nos directions à se poser la question de qu'est-ce qui peut être pertinent à déployer en interne ou sur quel sujet il peut être pertinent de travailler aujourd'hui pour être au diapason de ce qui sera nécessaire dans quelques mois ou dans quelques années. Sachant que la lutte contre la fraude, ça ne relève pas, contrairement à beaucoup d'autres domaines pour les établissements financiers, ça ne relève pas d'une obligation réglementaire. On est vraiment sur un sujet qui a trait à l'appétit pour le risque de chaque établissement. Et donc, des moyens qui ne sont pas imposés aux établissements pour faire face à ce risque-là, mais qui sont bien à la main de la gouvernance. Donc, d'ailleurs, nous, en tant que risk manager ou toute personne qui intervient dans les sujets de lutte contre la fraude, on a aussi à convaincre, à sensibiliser, à acculturer nos directions pour essayer de disposer de suffisamment de moyens pour lutter efficacement contre la fraude. Ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième, François, tu l'évoquais, je rebondirai sur ce que tu as pu dire en faisant un parallèle d'abord avec la cybersécurité et le risque cyber qui peut en effet derrière conduire à une fraude. Et au même titre que finalement le risque cyber, la lutte contre la fraude, elle repose peut-être avant tout sur l'acculturation, la sensibilisation, la formation, l'accompagnement des hommes et des femmes, de l'humain finalement, des collaborateurs avec lesquels on travaille au quotidien. Il faut que ce soit un sujet qui en effet ne reste pas cantonné à une équipe dédiée en interne, je pense, mais qu'on ait bien une sensibilité transverse au sein de chaque établissement pour appréhender le risque de fraude, pour détecter les warnings ou les signaux faibles à tout niveau dans l'organisation et pouvoir réagir au plus vite, sachant que une manière de limiter l'impact d'une fraude, si tant est qu'elle soit déjà avérée, c'est de réagir le plus vite possible face à cette fraude. Et donc, il faut être en mesure de la détecter le plus rapidement possible. Et en effet, dans ce cas-là, pour moi, le point essentiel, c'est vraiment à travers l'humain et la vigilance finalement constante de chaque collaborateur, de chaque personne pour agir au mieux finalement contre la fraude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier. Juste au-delà, ça ferait quoi à ce qu'on s'est dit lors de quelques échanges en préparation. D'ailleurs, la formalisation et la sensibilisation ou la maturité en matière de lutte contre la fraude, ça s'applique aussi bien en interne qu'à tout l'écosystème. Et là, je reprendrai un peu l'analogie que j'avais sur finalement la chaîne.
et le fait que au niveau d'une chaîne, le point de vulnérabilité il est sur le maillon le plus faible, pour l'écosystème financier, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous à gagner à se renforcer collectivement dans la lutte contre la fraude pour essayer de porter finalement tous les acteurs de l'écosystème à se renforcer sur le sujet, parce qu'un point d'entrée qui pourrait être un petit peu plus vulnérable peut se répercuter en cascade dans tout l'écosystème et avoir des impacts très significatifs au niveau de l'écosystème et d'ailleurs même de la stabilité financière à l'échelle d'un pays ou d'une zone économique. Voilà. Ok, super. Bon, un grand merci Yoann pour ce dernier témoignage. Je vois qu'on arrive vraiment au bout du temps qui nous était imparti. Donc je vais repasser la parole à Anne pour conclure. Je voulais remercier le panel et puis tous les participants aujourd'hui pour vos questions. Alors, un grand merci à tous les intervenants, Yoann, François, Jean-Baptiste et Bachir, pour l'animation de ce webinaire. Alors, il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à le revisionner et au plaisir de vous croiser à FinOff demain. Voilà, très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.